La troisième caractéristique de ce complexe multigénique qui est le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est la liaison étroite. C'est-à-dire en plus de polymorphisme extrême de ce complexe et de l'expression codominante de complexe CMH, on a aussi la liaison étroite. C'est quoi cette liaison étroite? Donc il faut savoir que le Lucie HLA-A, B, C, qui codent pour les molécules HLA de classe 1, et les Lucie DR, DQ et DP qui codent pour les molécules HLA classe 2, sont distincts, mais étroitement liés sur le même chromosome. La transmission de ces gènes se fait donc en bloc des parents aux enfants, bien sûr, sauf rare recombinaison, ce qu'on appelle le crossing over entre deux haplotypes paternels et ou maternels, ce qui va entraîner l'apparition d'un nouveau haplotype dit recombinant. Donc, en absence de ce crossing over qui donne l'haplotype recombinant, la transmission va se faire en bloc. Ça veut dire dans la majorité des cas, elle va se faire en bloc des parents aux enfants. C'est ça la liaison étroite. Comment elle se fait en bloc? Donc, c'est un exemple. Donc, on a les deux haplotypes, tu as le père et les deux haplotypes de maman. Donc, vous voyez les couleurs, ça va vous aider. Donc on a l'haplotype A, B pour le père et C et D pour la mère. Bien sûr, l'haplotype, tu as le père, un haplotype A1, B51, DR15 et A2, B8, DR18. La maman, elle a A2, B8, DR11 et A3, B7, DR13. Donc, on n'a pas montré tous les gènes parce que généralement, lorsqu'on va faire donc l'identification, le phénotype, HLA au niveau de laboratoire, c'est les haplotypes, c'est les loci qu'on cherche le plus. Donc, on fait le phénotypage beaucoup plus de A et B pour les molécules HLA classe 1 et DR pour les molécules classe 2. C'est pour cela l'exemple, il a montré que ces molécules, malgré qu'on a le C et le DQ et le P. On va voir par la suite. Donc, comme vous voyez, la transmission, elle est en bloc. Ce premier enfant a eu tout l'haplotype A de père et tout l'haplotype C de maman. Donc, la transmission, elle était en bloc. De père, ou les A, et de la mère, c'est le C. Le deuxième enfant, l'haplotype A, tout l'haplotype en bloc de père et l'haplotype D de la mère. Le troisième enfant, tout l'haplotype B de père et tout l'haplotype C de la mère. Le quatrième enfant, c'est tout l'haplotype B avec l'haplotype D. Donc vous allez voir que on a les enfants AC, AD, BC et BD. Mais quelquefois, on a ce qu'on appelle le crossing over, entre les deux haplotypes paternels, ou là entre les deux haplotypes maternels, ou là entre l'haplotype de la mère et l'haplotype de père qui va se transmettre à l'enfant. Qui m'a l'exemple là, vous allez voir, l'enfant a un 2 E, D. Déjà, la maman. Ou sera un crossing over chez le papa, entre les deux haplotypes de papa, lors de la transmission vers l'enfant. Donc, ça va être le A1, mais l'haplotype A, rah avec le B8 et le DR, le B8 et le DR18 de l'autre haplotype de père. Ça veut dire que ça sera crossing over ben le A ou le B. Ce qui a donné un autre haplotype, un nouveau haplotype qu'on appelle l'haplotype recombinant, parce que ça va être une recombinaison entre l'haplotype A et B. On l'appelle donc l'haplotype E, parce qu'il est différent. Donc il faut savoir que dans 25% des cas, les haplotypes vont être donc en commun entre les enfants. Donc dans 25% des cas, il y a des enfants d'haplotype AC, et par conséquent, la AD ou la BC ou la BD. Ça veut dire la chance de nous avoir deux haplotypes identiques, c'est 25% des cas. 50% des cas, il y a un haplotype en commun. On parle dans la fratrie. Donc, une personne
les frères حيكون عندهم 25% des cas de probabilité إنه يكون عندهم le même haplotype. Ça veut dire il reçoit le même haplotype paternel et maternel. Donc هذا l'enfant qui a l'haplotype AC عنده 25% de probabilité إنه يكون son frère ou sa sœur d'haplotype A et C. وعنده 50% des cas يكون عنده un haplotype en commun avec sa fratrie. Par exemple هذا l'exemple عنده A. 50% des cas يكون عنده une personne qui de 50% donc de la fratrie يقدروا يexprimer معاه le A. C'est des probabilités. Donc ils vont exprimer le A avec le A. Ça veut dire le même haplotype. Et C عنده un autre avec C. Donc 50% des cas, je répète, HLA identique. Et dans 25% des cas, HLA semi-identique dans 50% des cas. Donc on dit HLA identique, ça veut dire les deux haplotypes en commun dans la fratrie. Lorsque je dis HLA semi-identique, ça veut dire dans 50% des cas, la HLA elle est semi-identique dans 50% des cas, donc dans 50% des cas, on a un haplotype en commun. واحد, soit que j'ai reçu de la mère ou de père, l'essentiel, un haplotype en commun. Et on a dans 25% des cas, aucun haplotype en commun. Là que tu fais l'exemple, tu as par exemple l'haplotype AC, pour avoir un haplotype identique à AC, elle dit une probabilité de 25%. يعني sur 4 حيكون واحد عنده l'haplotype AC. Mais pour être semi-identique, عنده 50% des cas. La preuve عنده هنايا كاين 2 عندهم A et pour C كاين 2 عندهم C. Donc 50% des cas يكون عندهم HLA semi-identique يبارطاجيو un haplotype. Donc اللي عنده اللي بارطاجيو l'haplotype A كاين 2 اللي بارطاجيو l'haplotype C كاين 2. Et dans 25% des cas, aucun haplotype en commun, ça veut dire un HLA différent complètement. Exemple, AC هنايا, avec le BD, il n'y a aucun haplotype en commun. Donc, 25% des cas HLA identiques, 50 dans 50%. J'espère que vous avez compris cette notion, parce qu'elle est importante. La liaison étroite ou la transmission en bloc. Donc, je répète, HLA identique, إنه يكون identique à 100%, les deux haplotypes en commun, c'est dans 25% des cas. Semi-identique, ça veut dire soit يبارطاجيو معاه ال A, soit يبارطاجيو معاه le C. هنا عنده واحد بارطاجا معاه le A وعنده un autre بارطاجا معاه le C. Donc 50% راهو عندهم au moins un haplotype en commun. HLA différent, c'est dans 25% des cas. هذا l'HLA différent. Donc l'HLA identique 25%, l'HLA semi-identique avec celui-là c'est 50%, même هذا مع هذا راهو 50%, مع هذا وهذا راهو 50%, هذا مع شكون مع سي donc مع هذا وهذا c'est 50%. donc انا عطيتكم l'exemple هذا, mais si vous prenez chaque exemple la même chose, 25% identique, 50% semi-identique, 25% totalement différent. Bien sûr, ce phénomène de crossing over ou l'haplotype recombinant, il est rare. Il se fait dans 0,8% entre le leucée A et B et 1% des cas entre le leucée B et DR. Donc, mais c'est un phénomène vraiment très rare. C'est ça la liaison étroite. Le déséquilibre de liaison, donc il faut savoir qu'en théorie, tout allèle d'un locus HLA peut être associé à n'importe quel allèle d'un autre locus. Donc, il peut être associé à n'importe quel allèle, mais en théorie. Mais en réalité, certains allèles d'un locus sont associés préférentiellement avec des allèles d'un autre locus. Cette association, elle est plus fréquente que ne le voudrait le hasard. Par conséquent, on parle de déséquilibre de liaison. Donc, normalement, en théorie, un locus HLA, par exemple A1 par exemple, il peut se lier à n'importe quel allèle d'un autre locus. Mais en réalité, il y a des associations entre les locus préférentiels que d'autres associations. Ces déséquilibres de liaison sont généralement particuliers à une population, donc ce qui nous permet de les utiliser comme marqueurs
utile pour l'anthropologie, ça veut dire l'étude de population. On a un exemple, mais qui n'est pas réel. Par exemple, on va trouver, préférentiellement, par exemple, le DR1 est associé avec le DQ8, par exemple. Ou le DR3 avec le DQ8, par exemple. Ça veut dire, dans cette population X, généralement, on a le DR3, on a le DQ8. Ça veut dire, il y a le DR2, on a avec un autre DQ. Le DR1, mais on a le DR3, on a associé avec le DQ. Dans son haplotype, ça veut dire. DR3, DQ8. C'est une association, par exemple, qu'on le trouve dans la population. Une population X, ça veut dire, c'est pas toute la population mondiale, par exemple, dans un pays particulier. Par exemple, préférentiellement, le DR3, toujours, on a une personne DR3, on a un DQ8. C'est une association préférentielle qui est plus que le hasard. Normalement, le DR3, il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais il préfère chaque fois نلقاه avec le DQ8 dans cette population. Ça veut dire dans notre population, DR3, نلقاه مع حاجة واحدة أخرى. Mais dans cette population, par exemple, نلقاه avec le DQ8. C'est un déséquilibre de liaison. Il y a une certaine préférence. Donc, je peux utiliser ce marqueur, par exemple, pour marquer cette population X. Et chaque fois que je fais une étude pour l'anthropologie ou l'étude de la population, نلقاه DR3, DQ8, donc probablement il fait partie de cette population. Si on veut étudier, par exemple, la génétique ou étudier le génome des ancêtres, par exemple. Maintenant, on va entamer la partie structure des molécules. Donc, on va sortir maintenant le complexe, le multigénique, et on va entamer les molécules codées par ce complexe d'histocompatibilité. Donc, on va commencer par les molécules HLA de classe 1. Les gènes d'Eleusis A, HLA A, B et C codent pour la chaîne alpha des molécules HLA de classe 1. La structure de la molécule d'HLA de classe 1. Donc, ces molécules HLA, qu'ils soient HLA A ou la B ou la C, ont une structure globulaire compacte. Je vais vous montrer l'image. Ont une structure globulaire compacte appartenant à la superfamille des immunoglobulines. Elle appartenant à la superfamille des immunoglobulines parce qu'elle a une structure en domaine, c'est des domaines, des structures en domaine qui ressemblent au domaine des immunoglobulines. C'est pour cela qu'il appartient à la famille des immunoglobulines. Toutes les molécules ont une structure qui ressemble, des structures en domaine, structures globulaires en domaine comme les immunoglobulines, appartient à la famille à la superfamille des immunoglobulines. Donc parmi ces molécules, c'est les molécules HLA classe 1 parce qu'elles ont des structures globulaires en domaine. Ce qui va les faire donc appartenir à cette superfamille. Elles sont formées de deux chaînes associées entre elles de façon non covalente. Une chaîne alpha, alpha 1, alpha 2, alpha 3, qui est codée donc par ces gènes HLA A ou B ou C. Une chaîne alpha dite lourde. Et une autre chaîne dite légère, où il y a la bêta-2 microglobuline. La bêta-2 microglobuline, elle n'est pas codée par les loci des molécules HLA classe 1. Donc, c'est cette chaîne lourde alpha qui est codée par les loci, le loci HLA A, ou la loci HLA B, ou la loci HLA C. La chaîne légère bêta-2 microglobuline, elle n'est pas codée par les loci qui appartient au complexe majeur d'histocompatibilité. Donc la chaîne alpha, c'est une glucoprotéine transmembranaire. Voilà. C'est une glucoprotéine transmembranaire de 44 kilodaltons, constituée de 345 acides aminés. Elle est polymorphe, bien sûr, à cause de nombre des allèles dans chaque loci. Elle est glycosylée et elle comprend une région extracellulaire interminale organisée en 3 domaines, alpha 1, alpha 2, alpha 3, d'environ 90 acides aminés chacun, une région transmembranaire hydrophobe d'environ 25 acides aminés et d'une région C-terminale intracytoplasmique de 30 à 40 acides aminés. La bêta-2 microglobuline,
C'est une protéine externe de 12 kilodaltons, faite de 99 acides aminés. Elle est monomorphe. Il n'y a qu'un seul loci qui contient un seul allèle qui code pour cette protéine. Non glycosylée. Elle est codée par un gène qui est situé sur le chromosome 15. Pas le 6 comme le CMH. C'est sur le chromosome 15. Elle est sécrétée en excès par rapport à la chaîne alpha. Ça veut dire la cellule qui produit les molécules, la chaîne alpha, à laquelle elle va se lier de façon non covalente avec la bêta-2 microglobuline. Toujours, elle synthétise la bêta-2 microglobuline en excès par rapport à la chaîne alpha. Donc, par conséquent, on va trouver une partie libre des bêta-2 microglobulines dans la circulation sanguine, dans le sérum. Parce qu'elle est en excès, donc elle va se lier. Donc, le nombre, une partie va se lier avec la chaîne alpha. L'excès va s'éliminer donc, dans la circulation sanguine. Et cette partie libre, on peut la doser. La partie libre qui est dans la circulation. Je parle de la bêta-2 microglobuline. Tout ce qui est membraneux, on ne peut pas doser. Dans le sérum, bien sûr. Nécessaire à l'expression, cette bêta-2 microglobuline, elle est nécessaire à l'expression des molécules HLA de classe 1. Donc, sans la bêta-2 microglobuline, la molécule HLA classe 1, elles ne peuvent pas exprimer à la surface membranaire. Elle est totalement extracellulaire. يعني ما كانش une partie transmembranaire et intracytoplasmique, elle est totalement extracellulaire et elle s'associe de façon non covalente au niveau de domaine 3. Ça veut dire qu'elle va se lier de façon non covalente au même niveau que l'alpha 3. D'accord? La structure tridimensionnelle des molécules de classe A permis de démontrer que les domaines alpha 1 et alpha 2 forment entre eux une cavité de liaison de peptides antigéniques. Donc, هذه la partie, cette partie concave, il y a la niche pour l'antigène qui va être exprimé. Donc, il va exprimer ce peptide antigénique. Sur cette niche, donc, il va se loger donc, le peptide antigénique qui va être exprimé au lymphocyte T. Parce que on parle hanaya au lymphocyte, c'est le lymphocyte T qui est reconnu par le biais des molécules CMH classe 1 et 2. Donc il va être exprimé, donc il va être reconnu par les lymphocytes T. Si c'est une cellule CPA, bien sûr, elle va être reconnue par les lymphocytes T CD8. C'est la cellule. Donc dans ce cadre, son but, c'est de stimuler le système immunitaire. Mais même les molécules, on va voir par la suite elles sont exprimées par toutes les cellules et par conséquence, s'il y a une anomalie, les cellules CTL, une fois activées bien sûr par les CPA, elles vont reconnaître les cellules malades par ce CMH de classe 1. On va voir ça par la suite. Donc la structure tridimensionnelle des molécules de classe 1 a permis de démontrer que les domaines alpha 1 et alpha 2, c'est alpha 1 et alpha 2 qui forment cette niche. Donc, forment entre eux une cavité ou là une niche de liaison des peptides antigéniques. La cavité de peptides. Donc, il y a une relation étroite entre la structure et la fonction des molécules HLA de classe 1. Donc, la cavité de peptides a une relation étroite entre la structure. Ça veut dire qu'il y a une relation étroite entre la structure et la fonction des molécules HLA de classe 1. Comment? Donc, il faut savoir que la cavité de peptides, elle est située entre les domaines alpha 1 et alpha 2. On a parlé ça. Les peptides immunogènes de 8 à 10 acides aminés est retenu par des résidus d'ancrage et présenté par les molécules HLA de classe 1 au récepteur des lymphocytes T CD8. Ça veut dire, la cavité, c'est quoi cette relation étroite entre la structure et la fonction des molécules HLA? Parce que c'est cette partie qui présente, c'est cette partie qui contient cet antigène peptidique. Donc, le peptide immunogène
pour les molécules H à la classe 1, la niche a un peptide immunogène de 8 à 10 acides aminés. Qui a des résidus d'ancrage sur cette cavité ou la niche, et elles sont présentées au récepteur TCR des lymphocytes T CD8. Le récepteur T reconnaît le peptide niché dans la cavité alpha 1 et alpha 2 et une partie bien sûr de la molécule HLA. C'est par le biais de corécepteurs de la molécule de corécepteurs par le biais donc de CD8 parce que le TCR dans le cours de la lymphocyte le TCR il va être en contact avec la molécule de CMH. Si nous sommes bien sur TCD8, il va reconnaître la molécule de CMH classe 1. Mais qu'il y a un corécepteur. Le corécepteur, c'est le CD8. Le corécepteur, le CD8 qui est le corécepteur de la classe 1, il va se lier au domaine 3. Donc, par le TCR, il va reconnaître l'antigène peptidique. Il va rentrer en contact avec l'antigène peptidique ou une partie de la molécule CMH, une partie de l'alpha alpha 2. Ou le corécepteur, il va venir ici, où le CD8, il va être en contact avec l'alpha 3. La molécule de classe 2. Donc, on a les molécules de classe 2, parce qu'on a plusieurs molécules de classe 2, plusieurs molécules de classe 1. La région HLA de classe 2 comprend plusieurs gènes regroupés en 3 sous-régions principales, HLA-DR, DQ et DP. Pour les 3 ici, il existe pour chacun d'eux, bien sûr, des gènes A et des gènes bêta. On va voir, là, elle a 2 gènes. Donc, des gènes A, c'est-à-dire DRA, ou la DQA, ou la DPA, qui codent pour une chaîne alpha. Et des gènes B, ça veut dire les DRB, les DQB et les DPB, qui codent pour une chaîne B. L'assemblage de ces deux chaînes va constituer la molécule de CMH de classe 2. On va entamer la structure dans les molécules HLA de classe 2. Donc les molécules HLA, DR, DQ et DP ont comme les molécules A, B et C une structure globulaire compacte. Ça veut dire même Homa, il appartient à la superfamille des immunoglobulines, donc des structures globulaires en domaine. Ce sont des glucoprotéines transmembranaires composées d'une chaîne alpha de 35 kD, une chaîne bêta de 26 à 29 kD qui sont associées de façon non covalente. Chaque chaîne est constituée de 2 domaines. Ce n'est pas 3 domaines qui m'allachent à la classe 1, c'est 2 domaines extracellulaires interminaux, alpha 1, alpha 2 pour la chaîne alpha et bêta 1, bêta 2 pour la chaîne bêta. Bien sûr, d'environ 90 acides aminés pour chacun. Adna pour chacun qu'il soit alpha ou la bêta, adna une région transmembranaire ou une région intracytoplasmique, c'est terminal bien sûr. Les domaines alpha 1 et bêta 1, c'est eux qui forment la niche de peptide ou la cavité de peptide. La molécule H à la classe 1, c'est l'alpha 1 et alpha 2. Les molécules H à la classe 2, c'est l'alpha 1 et le bêta 1. Le peptide immunogène, il est plus lent. L'autre, c'est 8 à 10 acides aminés. Le peptide immunogène pour les molécules H à la classe 2, il est de 13 à 25 acides aminés. Donc, il est plus lent. Bien sûr, il est présenté par les molécules HLA de classe 2. À quel type cellulaire? Au lymphocyte T CD4+. Ou là, les lymphocytes T helper. Maintenant, on va entamer le chapitre des distributions cellulaires des molécules HLA. Ça veut dire quelles sont les cellules qui expriment la HLA classe 1 ou la HLA classe 2. On va commencer par les molécules HLA classe 1. Donc, la distribution et la modulation des molécules HLA de classe 1. Donc, les molécules HLA de classe 1 sont exprimées sur la plupart des cellules nucléées de l'organisme. Le nombre des molécules exprimées sur la membrane est fonction, bien sûr, de type cellulaire et de l'état de la différenciation de la cellule.
Bien sûr, les cellules, par exemple, présentatrices d'antigènes, elles expriment un nombre plus important des molécules H à la classe 2, classe 1 par exemple, ou la 2, par rapport à une autre cellule qui n'est pas cellule immunitaire. مثلا. La distribution et la modulation des molécules H à la classe 2. Donc, contrairement aux molécules H classe 1 qui se trouvent dans la plupart des cellules nucléées, donc lorsqu'on dit cellules nucléées, ça veut dire qu'il contient un noyau. Pour cela, donc, أول حاجة تجيكم في راسكم باللي راهو les hématies n'expriment pas les molécules H à la classe 1. Ah, là, c'est un exemple. Donc, la distribution des molécules H à la classe 2, donc l'expression, contrairement aux molécules H à la classe 1, les molécules H à la classe 2, leur expression est restreinte à certains types cellulaires. Quelles sont ces cellules? Ce sont les cellules présentatrices d'antigènes, à savoir les lymphocytes B, les monocytes macrophages, et les cellules dendritiques. Les cellules présentatrices d'antigènes. Donc les cellules présentatrices d'antigènes, on a la cellule professionnelle dans l'expression où il y a les cellules dendritiques, monocytes macrophages et même les lymphocytes B. Les lymphocytes B aussi, elles peuvent exprimer aux lymphocytes T, bien sûr activés. C'est pas comme les cellules dendritiques qui expriment à une lymphocyte T naïf. Donc, les cellules dendritiques, il y a des exemples, on a les cellules de Langerhans, de l'épiderme, les cellules dendritiques des tissus, cellules interdigitées de ganglions, etc. L'essentiel, les cellules présentatrices d'antigènes, lymphocytes B, monocytes macrophages, cellules dendritiques. Et aussi, les lymphocytes T après activation. On a parlé de ça dans le cours des lymphocytes T. Après l'activation, parmi les marqueurs de l'activation de lymphocytes T, c'est les molécules HLA de classe 2. Maintenant, on va entamer le chapitre de la fonction. Donc, c'est quoi la fonction de ces molécules HLA? On va entamer d'abord le rôle biologique.